Bonjour à tous. C'est un honneur d'être là. Toujours un privilège aussi parce que c'est quand même 25 ans d'expérience que je vous amène et ultimement, ce qu'on me demande de faire, c'est souvent de redéfinir les contextes et redéfinir, dans le fond, les grands sujets d'intérêt. Mais il y a toujours une dimension citoyenne qui vient me chercher parce que, je suis un père de famille, j'ai 3 enfants. Je pense que je trouve assez privilégié en ce moment, même si on vit dans la pandémie, parce que le numérique a toujours fait partie de mes expériences et de mon cœur d'expérience. Mais maintenant, dans le débat de l'identité numérique, les cœurs citoyens, les cœurs villageois apportés par des citoyens, ben, je participe à plusieurs trucs par rapport à ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager mon écran. Comme ça, vous allez voir c'est quoi l'histoire derrière l'ambition. Et ultimement, ben, comment on contribue à travailler tous ensemble dans ce créneau-là. Donc, le thème d'aujourd'hui, la ville proactive intelligente et les nouveaux usages vers une expérience humaine connectée et résiliente. C'est présenté par le Conseil canadien d'identification et de l'identification numérique, le CCIAN, et pour les intimes, c'est DIAC. On va en parler tout de suite rapidement. Donc, ce que je cherche aussi à vous démontrer aujourd'hui, c'est qu'il y a des nouveaux cœurs d'expérience. Donc, on regarde une municipalité ou une ville comme étant maintenant un nouveau terrain de jeu. On entend souvent le concept de ville intelligente, de municipalité intelligente, de citoyens, mais comme vous pouvez voir, il y a plusieurs choses qu'on est capable de faire. Et ce qui m'importe et ce qui nous importe tous, autant au niveau du gouvernement du Québec que le fédéral, que le secteur municipal, c'est qu'il y a différentes choses que l'on peut faire dans ce carré de sable-là. Ne serait-ce que d'augmenter la sécurité, démontrer de l'efficience, mieux gérer de l'eau, même au niveau de l'énergie et même ultimement de l'inclusion sociale au niveau des services, parce que c'est là où l'identité est assez transversale comme sujet, mais ça peut propulser un ensemble de nouveaux usages qui sont toujours spécifiques à un territoire. Et ce qui est fascinant, c'est comment on ramène ce contexte-là, porté par les citoyens, mais aussi avec les élus locaux, qui créent cette nouvelle dynamique-là qui a de l'impact sur les 50 prochaines années, en tout cas au minimum. Et dans ce qu'on voit venir aussi, parce que c'est de plus en plus le cas, les données deviennent de plus en plus ouvertes, accessibles. On voit que certains pays sont plus en avance que d'autres, mais la grande question, c'est, même si nos données sont accessibles, à quoi on les applique, qu'est-ce qu'on veut faire avec? Et on entend souvent parler de l'intelligence des données puis l'intelligence artificielle, mais si ta donnée intelligente n'est pas structurée en amont, on n'est pas vraiment capable d'exploiter cette nouvelle forme d'automatisation de services et même ce que j'appelle d'anticipation de nouveaux services. Mais ce qu'il faut surtout retenir fondamentalement, ce sont les 4 points suivants autour des municipalités, parce qu'une municipalité, dans le fond, ce sont des services citoyens. Et donc, quand on est capable d'arrimer l'enjeu de la sécurité, la résilience, la disponibilité, le reste vient se greffer. Vous allez voir qu'une partie de mes slides sont aussi en français et en anglais, parce que j'essaie d'être le plus inclusif possible, mais il y a tellement de contenu que j'essaie de rendre ça les choses plus simples. Les 3 pivots les plus importants, c'est vraiment sécurité, résilience et disponibilité. Et là, ben, ce n'est pas parce qu'on parle de 5G qu'on est résilient, mais ultimement, c'est de l'infrastructure dans laquelle il y a des conditions aussi. Et gardez en tête aussi que ça dépend d'une certaine compétence. Dans ce cas-là, elle est fédérale, mais comment est-ce qu'on la joue d'un point de vue provincial? Et tout ce qui est développement durable et l'énergie fait aussi partie du truc, mais ce n'est pas juste des carrés de sable business to business, comme on appelle. C'est vraiment la nouvelle chaîne de valeur. C'est du business to business, business to consumer. Le C peut aussi être citoyen dans certains cas. Mais ce qui est surtout le plus intéressant, parce que même si je fais régulièrement ce genre de conférences-là, j'en apprends aussi, puis c'est mon but aussi. Donc, j'adore collaborer là-dessus. C'est toutes les notions de ce qu'on appelle, je n'ai pas trouvé d'expression francophone encore, le fameux sense of place. La notion de place, la notion d'histoire, la notion d'intersection, la notion de dialogue, qui amène aussi une identité par rapport à cette place-là, qui crée aussi une dépendance et aussi un attachement. Ma petite histoire là-dessus, pour être très transparent avec tout le monde, j'ai eu la chance de vivre dans le Myland à ses balbutiements. Donc, j'ai été 15 ans dans le Myland. J'ai eu 3 enfants dans le Myland. Et cette espèce d'esprit de communauté-là, autant j'ai été le père de 3 enfants que le quartier a élevé mes enfants aussi. Mais d'un point de vue industriel, comme vous le savez plusieurs, le studio d'Ubisoft s'est installé au coin de Saint-Viateur et Saint-Laurent. Et aujourd'hui, 20 ans plus tard, il y a 5000 employés dans le quartier. Mais les mixités locales étaient très importantes parce qu'il y avait autant d'artistes. Puis on était tous une ethnie aussi. Fait que donc, on avait tous une contribution, mais ce milieu de vie, pour moi, a toujours été exceptionnel à la limite. Et souvent, on me demande de le répliquer. Quelles étaient les forces?
Donc, la sense of place, c'est là. C'est de la mémoire, c'est des cafés, c'est des rencontres, un petit peu de technologie, pas plus de stationnement parce que c'était le bordel aussi en hiver. Mais il y a comme ça a été une dimension identitaire de dépendance aussi parce qu'il y avait aussi des garderies, des choses comme ça. Puis il y a un attachement parce que ça fait partie de la mémoire collective de ce quartier-là. Puis, à un moment donné, il se crée des attachements. Fait que ces notions-là, je les trouve extrêmement intéressantes parce que c'est aussi le cœur de ces prochaines destinations-là, de ces prochains territoires-là, qu'après, on veut propulser. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que quand on parle de municipalité intelligente, on appelle ça des layers de service. Là. J'adorais cette image-là parce qu'elle est vraiment en 3D d'une certaine manière. C'est autant on veut faire la promotion d'une qualité de vie, de l'efficience gouvernementale, de la santé puis du bien-être. Oui, du développement économique, parce que souvent on dit municipalité intelligente, développement économique, mais il y a d'autres notions aussi. Sustainability, c'est le développement durable, la sécurité de la mobilité. Puis après, comment on crée ces services-là à travers différents usages communautaires, corporatifs et même privauté de citoyens, et comment on refait cette fameuse gouvernance-là, et ultimement, les politiques publiques qui viennent par rapport à ça, et qui est responsable de quoi, et l'infrastructure qui est derrière, ce qui est extrêmement important. On parle souvent même d'aqueduc qui s'amortit sur 25 ans. Maintenant, on parle de dataduc qui s'amortissent aussi sur 25 ans. Là, on parle des programmes de Québec branché, mais une fibre et de la donnée elle peut être extrêmement performante. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait pour l'optimiser et la rendre accessible sur différents services. Mais quand on regarde ces layers de services-là, on est en train de se créer ces espèces de petites zones d'innovation dans lesquelles l'identité numérique est au cœur d'un de ces usages-là, mais ça nous permet de voir qu'est-ce qui se passe. Là, quand vous me dites, c'est quoi ça l'identité numérique? En ce moment, il y a beaucoup de choses qui tournent autour de ça. Je vais vous montrer certains exemples par la suite. Mais la pandémie, tristement, a comme accéléré la définition et les applications par rapport à l'identité parce que ce qu'on essaie de traquer ou de suivre ou d'observer, et c'est très analysé à la limite, puis tout le monde a sa petite interprétation, c'est comment on est capable d'amener de la pertinence par rapport à ça, puis de comprendre ces usages-là. Fait que souvent, on réfléchit aux solutions avant de comprendre les vrais problèmes. C'est ce que j'adore faire, c'est de mapper les problèmes. Mais quand on est capable de voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, si on comprenait ce qui se passe actuellement, puis l'identité numérique, c'est pas juste YouTube, c'est pas juste Facebook, c'est pas juste Twitter, c'est pas juste Instagram, c'est aussi vos services financiers, c'est aussi votre téléphone mobile qui est géolocalisé avec votre opérateur. Il y a aussi des projets de loi. Et ce que je vais vous présenter en ce moment, c'est un petit peu, c'est petit, mais je vais l'agrandir après, l'ensemble d'interactions de ce que l'on fait actuellement, vraiment propulsé par ce que l'on partage volontairement. Fait que postez-vous, mettez-vous dans une position où vous partagez régulièrement des choses, puis je vais l'agrandir après, mais ce que vous partagez amène aussi de l'information sur le type de comportement que vous avez, le type de contenu que vous partagez, le type de relation avec qui vous êtes et vos petites communautés, et comment ces machines-là, à la limite, qui n'ont peut-être pas d'âme, mais qu'on leur donne des âmes, interagissent par rapport à ça. De façon plus petite, juste sur ce que l'on partage, puis on est capable de traquer ces choses-là, bien, on optimise à ce moment-là une série d'informations, ne serait-ce sur notre vrai nom ou un username ou encore nos amis, de façon de géolocaliser on est où, nos courriels, nos plateformes médiatiques, comme on le sait souvent, nos fanpages, le genre de device que l'on a dans nos mains, parce que souvent on a un téléphone mobile, puis souvent on oublie que ça a seulement 11 ans. Moi, j'ai commencé dans le web en 94-95 parce que j'étais un passionné de médias, mais mon petit téléphone à l'époque, c'était un écran vert avec de l'écriture noire, c'était assez basique. Aujourd'hui, c'est une machine qui est extrêmement puissante et qui va l'être de plus en plus. Donc, même ça va jusqu'à les messages privés, nos téléphones reconnaître nos empreintes digitales et même les métadonnées associées à nos photos. Fait que ça, c'est un ensemble de choses que l'on partage. Si on l'agrandit aussi, on voit qu'il y a des comportements qui viennent par rapport à ça. Comment nos souris se comportent pour ceux qui ont encore une souris, l'identification lorsqu'on se connecte à un réseau Wi-Fi, la connectivité qui peut arriver sur un réseau Bluetooth, nos histoires d'SMS envoyées ou retournées, nos versions de hardware sur nos appareils, que ce soit à la maison ou dans la rue ou dans nos voitures, parce qu'elles sont toutes intelligentes anyway, le type de protocole. Fait qu'il y a un ensemble de choses qui nous permettent de voir et d'accumuler de l'information. La question qui tue, c'est à qui appartient cette information-là. Je pense que la question est pertinente. Puis ultimement, ben, qu'est-ce que les machines pensent de vous? Et c'est cette interaction-là que je trouve extrêmement stimulante parce que
même si on voit peut-être des scénarios négatifs sur Big Brother is watching you depuis plusieurs années, mais je crois encore à cette utopie que le citoyen a toujours le droit de décider de qui peut être dans la vie et comment il a envie d'interagir, parce qu'on est aussi des tribus, des individus, on aime vivre en communauté, bien que là, la pandémie aura créé d'autres communautés à l'international, mais je pense qu'on est fondamentalement des humains qui adorons être en interaction, puis c'est ça qu'on veut aussi apprendre. Et ce que je trouve d'intéressant quand je parle souvent de municipalité intelligente ou de ville intelligente, je dis souvent qu'il manque de philosophes autour de la table, qu'il manque de sociologues autour de la table, puis qu'il manque d'anthropologues, parce que finalement, cette recherche-là existe, mais ces gens-là savent comment on crée des tribus et des peuples sur l'interaction. Puis maintenant, les technologies, le AI, propulsent cela, mais je pense qu'il y a des choses à apprendre pour qu'on ait plus de fondamentales. Donc, je crois sincèrement que la municipalité intelligente est le contexte idéal pour être le gouvernement de proximité citoyen, pour observer et comprendre les principaux usages afin d'intégrer l'identité numérique des citoyens. Puis je vais vous dire, ça veut dire quoi par rapport à ça? Mais au départ, que pensent les Canadiens des municipalités intelligentes? Et je pense que tout le monde a aussi sa perception de son discours, là, ne serait-ce que ce que Infrastructure Canada a fait, et ainsi de suite, mais chacun a sa petite saveur et ce n'est pas juste porté par les technos. Il y a vraiment une espèce de nouvelle mouvance. La pandémie a accéléré le besoin, mais je pense qu'on cherche surtout de l'efficience. Alors, pour vous donner un petit peu de perspective, puis je garde le dernier chiffre en bas, donc, la perspective des Canadiens sur la municipalité intelligente et la confidentialité, bien, 88 des gens sont préoccupés par un certain niveau par leur vie privée dans le contexte de ville intelligente. Les gens veulent éviter que la vente de cette information-là, de vente de données personnelles, soit interdite. Mais d'après vous, quelle devrait être, combien de personnes, combien de Canadiens croient que ça devrait être autorisé seulement si le bénéfice a de certains droits et de protection par rapport à ces données-là? Le chiffre magique, c'est quand même 24 %. C'est assez intéressant parce qu'on est en train de dire que pour des services de personnalisation, si je suis prêt à dire un petit peu plus qui je suis, on devrait avoir des meilleurs services qui viennent par rapport à ça. Encore faut-il avoir la capacité de l'opérationnaliser et avec un petit peu plus d'informations intelligentes, de la donnée intelligente, comment est-ce qu'on est capable d'anticiper les nouveaux services? C'est là que le AI peut donner une certaine contribution si c'est bien structuré sur le vrai problème et non une solution à la recherche d'un problème. Donc, comment on essaie, mon écran est comme caché avec les trucs, comment on peut avoir une meilleure préoccupation pour garantir cette municipalité intelligente-là et le respect des individus? Je pense sincèrement qu'avec une vraie démarche d'identité numérique, c'est la base de cette transformation numérique-là parce que ça se traduit dans des activités quotidiennes, ça se traduit dans des activités aussi économiques, mais aussi d'inclusion sociale. Donc, les Canadiens doivent savoir que leurs données existent à leur sujet et que les citoyens, les gouvernements et les entreprises ont aussi besoin de comprendre qu'est-ce que ça veut dire, ce genre de nouveau partage-là. Donc, l'identité numérique propulse aussi d'énormes avantages socio-économiques. Et ça va jusqu'à, d'un point de vue efficience, ça, c'est des données qui arrivent de McKinsey au niveau canadien, où on est capable d'avoir des gains entre 3 à 6 % du PIB. Ça frôle de 48 à 97 milliards de dollars. La pandémie a réussi à démontrer que nos pôles d'employabilité étaient tout à fait différents, qu'on était capable de se connecter à distance. Et pour plusieurs, dont mes 3 enfants, parce que j'en ai 2 qui sont au cégep, mais de recevoir leur PCU devait avoir une donnée structurée quelque part pour permettre de savoir qui ils étaient et ultimement de savoir qu'ils pouvaient avoir leur fameux PCU. Encore une fois, la PCU, c'était Revenu Canada. C'était un des avantages de l'identité numérique parce qu'ils n'ont pas eu à se présenter dans une banque, bien entendu. Ils ont rempli des formulaires en ligne et la continuité se fait. Mais ultimement, si on revenait au contexte des municipalités, il y a peut-être un nouveau contexte qui nous permet d'être encore plus optimal, qui nous permet de comprendre qu'est-ce qui se passe vraiment. Donc, ce qu'on comprend aussi, c'est que les Canadiens sont préoccupés par la façon dont les sites des médias sociaux utilisent leur renseignement personnel. Puis souvent, c'est seulement un tiers qui font confiance aux médias sociaux pour protéger leur information personnelle. Donc, nous, on appelle ça des cercles de confiance. On a confiance en qui? Et bonne nouvelle, on a confiance au gouvernement à 83 %, puis on a confiance aussi à nos institutions financières à 81 %. Fait que l'identité est comme un petit peu partout dans l'ensemble de ces trucs-là, mais ultimement, c'est comment on travaille ensemble pour créer ce nouveau tous ensemble-là qui amène une richesse territoriale.
Et donc, 70% aussi des Canadiens estiment qu'une collaboration entre le gouvernement et le secteur privé est la meilleure des approches pour ce cadre d'identification numérique. Et d'un point de vue recherche, ça fait du sens aussi parce que, ultimement, c'est comment est-ce qu'on réussit à comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas et de lever aussi les enjeux au niveau des vrais prérequis qui sont associés à ça. Donc, à quoi ça ressemble l'identité numérique aujourd'hui? Alors, anecdotiquement, j'adore cette slide-là. Sur Internet, personne ne sait qu'on peut être un chien, comme on peut être un chat, comme je peux juste mon identité. J'ai fait beaucoup, beaucoup de projets dans le secteur de la personnalisation, puis ultimement, ben, je peux dire que je suis quelqu'un d'autre, mais le jour où je voudrais vraiment des services, je n'aurai peut-être pas les services qui me sont destinés, même si je suis assez géolocalisé d'une certaine manière. Ce qui est fascinant aussi, c'est qu'on est capable de le suivre à distance. Et ça, c'est un projet qui est financé par la Banque mondiale. Il y a à peu près 1 milliard de personnes sur la planète. On s'entend que c'est peut-être dans les pays en développement. Il y a 1 milliard de personnes sur la planète qui n'ont même pas d'identité. Et donc, on rentre aussi dans ce créneau-là. Si tu n'as pas d'identité, comment on est capable de t'offrir des services. Puis, ultimement, les premiers services qu'on s'attend, c'est tous des services associés à la santé ou, ultimement, à l'emploi, parce que c'est aussi une relation employeur-employé, citoyen et municipalité. Puis, ultimement, bien, comment est-ce qu'on se déplace? Donc, on peut mentir si l'on veut sur Internet, on peut faire ce que l'on veut, mais ultimement, je pense qu'à terme, on va vouloir valoriser un partage d'informations pour obtenir des services encore plus personnalisés pour être plus efficients. Donc, ces scénarios-là, on est capable de les voir de quelle manière, si on veut. Là, on voit que de plus en plus, il y a des plateformes qui optimisent cette fameuse identité-là. On parle aussi de Operators Network, c'est-à-dire qu'il faut que tu signes quelque chose qui permet d'être plus efficient. On le voit beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le secteur bancaire et dans le secteur financier. Parce que derrière aussi, pour que vous compreniez ce qui se passe, au-delà des municipalités, des villes et de ces nouveaux usages, de cette connectivité-là, il y a quelque chose qui se passe aussi dans les industries où de plus en plus, on parle de open banking, on parle de services financiers qui sont beaucoup plus concentrés sur l'usager. On sait qu'au Commonwealth, c'est déjà commencé. Puis le Commonwealth sert aussi de terrain de jeu. Et on le sait qu'il y a comme une précarité, mais ultimement, la bonne nouvelle, c'est qu'on va se concentrer de plus en plus sur les consommateurs. Mais ultimement, ça veut dire quoi pour l'ensemble de l'industrie et qui va être porté par rapport à ça. Et ça soulève aussi la question, c'est qui est responsable de ces nouveaux services-là? Et c'est clair que le cadre juridique se redéfinit au moment où on se parle. Au Québec, on parle du projet de loi 64, puis au fédéral, on parle du projet de loi C11. Et on est tous un petit peu responsables par rapport à ces plateformes-là, parce qu'autant d'un point de vue bancaire, il y a des choses qui se passent, d'un point de vue opérateur télécom, il y a des choses qui se passent. Puis ultimement, ça se joue aussi au comptoir lorsqu'on active un téléphone intelligent. Pour ceux qui ont vu le documentaire Les voleurs d'identité à Radio-Québec, qui a été fait par Marc-André Sabourin, on a fait une petite conférence par la suite, moi, Marc-André, puis Steve Warehouse, spécialisé en cybersécurité. Et c'était très intéressant de voir que le vol d'identité, ce n'était pas juste des geeks avec des hoodies dans un dark web, blablabla. Ça se fait tous les jours et finalement, on est tous un petit peu responsables parce qu'on voit qu'il y a des malversations, mais le vol d'identité, je vous suggère que ça ne vous arrive pas. Ça ne m'est jamais arrivé à ce jour, mais on est tous précaires. Mais ultimement, il y a des choses qui s'en viennent. Donc, il y a une nouvelle forme de responsabilité et d'imputabilité qui vient par rapport à ça. Mais c'est vraiment le créneau des opérateurs qui ont un grand rôle par rapport à ça. On est aussi, on veut amener même des paysages ou des lieux où est-ce qu'on veut de plus en plus être souverain ou par rapport à ça, donc de plus en plus authentique. Et ultimement, comme on dit, parce qu'à l'époque, on avait créé des services en personnalisation, si tu me dis la vérité, je te dis la vérité. Si tu me mens, tu me mens. Mais ultimement, on aspire à être de plus en plus vrai. Encore une fois, elle est où la gouvernance? Où est-ce qu'elle s'arrête? Où est-ce qu'elle continue? Et jusqu'où on accepte d'être transparent. Et de plus en plus, les systèmes deviennent extrêmement connectés. D'un point de vue technologique, on appelle ça des Open APIs. C'est la capacité de connecter les choses. Puis dans cet univers-là, aussi fascinant que ça puisse l'être, il y a à peu près 8 ans, j'ai commencé à faire des conférences sur les maisons intelligentes et les bâtiments intelligents parce que j'étais un des conseillers stratégiques de chez Samsung. Et ce qui était très anecdotique, c'est que dans ma carrière, j'ai livré plus d'applications télé que d'applications mobiles parce que j'adorais les contenus, j'adore toujours les contenus. Mais l'expérience se faisait maintenant sur un écran d'à peu près 65 pouces de façon connectée. On était dans ce cœur-là. Et ultimement, ce n'était pas l'application qui était le business case, même si on avait livré Tout.tv, l'ONF, puis Météo Média. Mais l'idée, c'était comment on interagit derrière avec l'ensemble des données, ne serait-ce que personnelles ou pas. TELUS était très fier de dire qu'il était dans le secteur de la santé. Puis Rogers disait qu'il maintenant, il sauvait des vies dans la sécurité domiciliaire. On parle il y a 8 ans à Toronto.
Mais aujourd'hui, ça devient encore plus réalité parce que c'est avec ces API-là qu'on connecte les choses. Puis aux États-Unis, il y a un journaliste qui m'a appelé il y a peut-être 2 semaines qui me disait: Ah, François, est-ce que tu penses que les technologies vont être capables de propulser ce que les gouvernements en font, puis à gauche, à droite? Puis c'était un phénomène vraiment nord-américain qui était là. Il parlait de VCI. VCI, j'avais aucune idée de ce qu'il me parlait. Puis ultimement, le VCI aux États-Unis, c'est le Vaccine Certification Index, qui était propulsé par des Microsoft, Oracle et Salesforce, qui permettait de comprendre aujourd'hui un enjeu économique sur la capacité de créer des index de certification sur les vaccins. Bon, pour être tout à fait franc, aux États-Unis, la santé est financée par le secteur des assurances. Ce n'est pas le cas au Canada, mais je pense que tout le monde cherche à faire une certaine efficience, mais ultimement, est-ce qu'on doit vendre cette information-là ou pas? Comment est-ce qu'on doit être transparent? Mais c'est clair que les joueurs technologiques ont de plus en plus une emprise sur le quotidien des citoyens, des usagers, donc des consommateurs. Puis comment est-ce qu'on crée ces nouvelles règles-là? Bon, il faut apprendre, il faut être vraiment ouvert par rapport à ça. Comment est-ce qu'on peut même garantir que l'identité va respecter les citoyens et les consommateurs? Là-dessus, à titre de référence et à titre de contexte, le DIAC, c'est l'acronyme anglophone, là, on a comme créé ce qu'on appelle le PCTF, le Pan-Canadian Trust Framework, qui devient dans le fond cette espèce de carré de sable où tout le monde s'entend, tout le monde veut interagir sur le même écosystème. Et la chance que l'on a, c'est que c'est aussi propulsé par le public et par le privé. Le fédéral en fait partie, le provincial en font partie, le Québec va se joindre bientôt, le municipal aussi, mais c'est un ensemble de trucs. Donc, ce qu'on a redéfini, c'est le modèle de ce carré de sable-là, toute la sémantique qui se passe par rapport à ça, les enjeux, donc les assessments, les vrais problèmes. Donc, on parle d'authentification, de notification, comment on vérifie quelqu'un, comment on vérifie une organisation, comment même on vérifie ce qu'on appelle l'authentification des individus, ce qu'on appelle les digital credentials, pour essayer de voir tout ce qui est le relationnel, les attributs par rapport à ça, et l'infrastructure technologique qui va supporter ça d'un point de vue opérationnel. Et donc, l'enjeu de privauté est aussi dans l'ensemble de ces choses-là parce que malheureusement, il faut protéger les gens ou heureusement, il faut les protéger, mais en même temps, si on revenait au contexte des municipalités et des villes intelligentes, à ce moment-là, il y a des différents usages qu'on est capable de propulser qui amènent des bénéfices. Maintenant, il faut voir quelles sont les priorités par rapport à certains territoires. Et je vous dirais que la finalité de tout ça va rentrer un jour dans un portefeuille numérique. Comme on a notre portefeuille sur différents usages, notre portefeuille numérique, maintenant, ben, il y a des rôles qui doivent être portés par le fédéral, le provincial et le municipal, puis ultimement, le citoyen pourra décider ce qu'il va mettre dedans. Et c'est ça, dans le fond. Et dans ce portefeuille-là, on met quoi, ultimement? Ben, c'est la capacité de vérifier nos données. C'est la capacité aussi de vérifier des données et ultimement des demandeurs de données, les gouvernements, les universités, les banques, le secteur des télécommunications, les agences de crédit même, puis plus. Puis ultimement, comment est-ce qu'on les vérifie? Mais pour optimiser tout ça, oui, il y a le salaire, parce qu'à un moment donné, vos salaires sont déposés dans un compte de banque, puis il y a des avantages qui peuvent être associés à ça, parce que c'est un salaire qui se dépose, ça veut dire quoi? C'est que tu peux avoir droit à une carte de crédit si tu en veux une, tu peux avoir droit à une hypothèque si tu en veux une parce que tu veux t'acheter une maison, tu peux aussi avoir de l'assurance vie, ça c'est important. Ta date de naissance, parce que d'un point de vue démographique, il y a toujours des avantages à être là, parce qu'ultimement, c'est le secteur financier qui est en train de changer ce secteur-là qui va un petit peu plus vite. On peut aller jusqu'à même les lieux. Ben, s'il y a des dynamiques qui sont plus régionalisées, il y a un enjeu là. Si c'est une dynamique qui est plus urbaine, il y a d'autres dynamiques là. Mais ultimement, on utilise quoi? On se déplace comment? Fait que ça peut être très large. Puis ou même au niveau de notre téléphone mobile, qui devient aussi un outil extrêmement performant et de plus en plus performant, ce qui amène aussi un nouvel écosystème qui amène une nouvelle interaction humaine, citoyenne sur un territoire qui permet d'être encore beaucoup plus géolocalisé, mais en même temps, quels seront les fameux usages qui vont faire du sens et qu'est-ce qu'on va être capable d'appliquer par la suite. Donc, c'est extrêmement important à ce moment-ci et je crois beaucoup, beaucoup, beaucoup au tous ensemble, c'est qu'une collaboration et un leadership solide en matière d'identité numérique sont essentiels au succès économique et même sociétal du Canada. La vérité de ça, c'est que même si on a des intentions fédérales, provinciales et municipales, ça va se jouer d'un point de vue territorial à travers ces bâtiments, à travers ces services publics, puis ultimement à travers ces nouveaux intérêts économiques, ne serait-ce que le développement économique intelligent, inclusif et même sociétal, comme je dis, mais même au niveau de l'électrification des transports, bornes de recharge, véhicules. Il y a certaines municipalités qui m'appellent, qui me disent: François, on aimerait ça collaborer parce que même chez nous, on est rendu qu'on a 60 nationalités.
Et c'est super intéressant et super important parce que la trame du Canada aussi, puis ne serait-ce que le Québec, ne peut pas, on ne pourra pas tout faire que si notre démographie n'est pas capable de se réorganiser. Fait que tout ce qui est immigration, francophonie, fait partie aussi de cette nouvelle société-là ou de ce nouveau milieu de vie-là qui permet de propulser des nouveaux services, mais ultimement, on est en train de connecter des citoyens ensemble. La chance que l'on a, puis je vous le dis, là, puis je suis très privilégié d'être au cœur de cette dynamique-là, les gens parlent ensemble. Et parce que moi, qui est un pro du transversal qui permet d'impliquer tout le monde, là, tout le monde, ça parle. Peut-être qu'il y a des interactions sur ce que les gens font et le rôle de l'un versus un autre, mais je vous le garantis, les gens se parlent. Puis à ce moment-ci, ben, comment est-ce qu'on optimise ça? La vie n'est pas parfaite, mais en ce moment, dans nos créneaux qui sont les numériques, les citoyens connectés puis les portefeuilles numériques, les choses s'accélèrent à une vitesse tellement rapidement qu'ultimement, ben, comment est-ce qu'on est capable de créer ces nouvelles zones-là d'innovation? Mais il faut que ça se passe aussi par le tous ensemble, que je crois beaucoup. Donc, les gens qui sont là, j'ai la chance d'être en interaction, puis j'ai aussi la chance de les accompagner pour faire du fondamental sur des terrains. La bonne nouvelle, c'est que nous, on est dans la francophonie, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup d'anglophones. Je garantis, tout le monde nous suit par rapport à ça. Et même dans les autres membres dans lesquels qui font partie de DIAC, tu as un ensemble de petits secteurs intéressants qui se spécialisent autant dans l'innovation, qui s'intéressent autant dans la réglementation, parce que les projets de loi qui s'en viennent sont super importants. Mais il y a un ensemble de privés, de secteurs qui sont dans cette communauté-là, qui permet d'arriver à livrer vraiment, vraiment des solutions fondamentales dans ce créneau-là. Et c'est ce que DIAC offre, dans le fond, c'est ce fameux cadre de confiance pan-canadien qui amène du fondamental sur le terrain dans cette interaction-là. Et peut-être que ça a l'air facile comme ça, mais dans le quotidien, je vous garantis que ça implique beaucoup, beaucoup, beaucoup de processus. Ça amène vraiment une discussion avec un ensemble de joueurs, de comprendre les nouveaux usages portés par cette nouvelle connectivité-là et comment est-ce qu'on amène aussi du fondamental. Donc, c'est un petit peu ça que je voulais vous parler de façon assez macro aujourd'hui.